Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui l'intérêt du traitement par levodopa administré par voie intra-duodénale dans le cadre de la maladie de Parkinson. Je remercie les organisateurs de me permettre de vous présenter ce traitement car c'est quelque chose de très important dans le cadre de la prise en charge du patient parkinsonien. Tout d'abord, ce traitement s'inscrit dans le cadre des traitements continus de la maladie de Parkinson, au même titre que la stimulation cérébrale profonde ou la perfusion intraduodénale de levodopa. Il va avoir pour objectif de reproduire l'effet de la levodopa, mais de façon plus régulière, plus continue, plus prévisible, avec moins de dyskinésie. Ces traitements sont indiqués, selon les experts, quand le patient a au moins 5 prises par jour, c'est-à-dire globalement un traitement per os toutes les 3 heures, et qui malgré cela présente 2 heures dans la journée où le traitement n'est pas efficace, on appelle ça des périodes off, et ou 1 heure de dyskinésie gênante. Dès lors que le patient est à ce stade de la maladie, on peut lui proposer l'un de ces types de traitements. Je vais me focaliser dans le cadre de cette présentation uniquement sur la perfusion intraduodénale de levodopa. C'est un traitement ancien, il date des années 90, il a été mis au point par la Suède, mais il a fallu attendre 2014 pour qu'il y ait une étude qui soit une étude randomisée, contrôlée, non pas contre placebo, mais contre dopa-peros. Ça, c'est important. Donc, c'est une étude qui est menée chez 60 patients, 2 bras, des patients qui sont traités soit par dopa par voie intraduodénale, soit par dopa-peros. Dans les 2 cas, tous les patients ont une gastrostomie. Certains reçoivent donc un placebo de dopa-peros, d'autres reçoivent le placebo de dopa par voie intraduodénale. Ce sont des patients, vous verrez, ils ne sont pas sévères, ils ont 65 ans en moyenne, 10 ans d'évolution de la maladie. En revanche, ils ont 6 heures de temps dans la journée où leur état moteur n'est pas contrôlé par le traitement. Ils alternent des phases d'efficacité du traitement et des phases d'inefficacité. Ce qui est important, donc le critère de jugement principal de cette étude, c'est de voir comment on va diminuer le temps off. Et donc on va regarder dans les 3 mois que les patients participent à l'étude, comment évolue la durée du temps off dans la journée. Et on voit en vert chez les patients traités par perfusion intraduodénale de levodopa et en bleu canard ceux qui sont traités par os. Et on peut observer que les patients qui sont traités par perfusion intraduodénale de levodopa ont une diminution du temps off significativement plus importante que ceux qui sont traités par dopa-peros. Et ça va permettre donc de gagner en moyenne 2 heures et demie de on dans la journée, ce qui est considérable, c'est-à-dire presque 50% de leur temps. Et un point important, c'est que ce temps on va être gagné sans augmenter les dyskinésies chez ces patients. Qu'en est-il des effets indésirables? Ils sont très fréquents. Ça, je ne mentirai pas. Dans cette étude, cela c'est évident. Ces effets indésirables, ils sont de plusieurs types. Ils sont liés à l'administration du matériel, donc celle que vous connaissez classiquement dans le cadre de la pose d'une gastrostomie. Mais chez ces patients, il y a peut-être un point un peu important. C'est les 2 points rouge et gris, c'est la douleur. J'en parle souvent avec Karl Barange qui fait ce traitement à Toulouse. Nos patients parkinsoniens ont un fond douloureux, il y a souvent le pneumopéritoine est souvent mal vécu, ça ralentit le transit, ça donne de la constipation, il y a un inconfort. Les effets indésirables sont donc hyper fréquents, mais ils sont pas graves et donc du coup si on peut alléger la douleur, c'est vraiment un point important. Qu'en est-il à long terme? À long terme, sur ces 2 études qui sont en ouvert, à 12 mois et à 24 mois, on voit que le bleu, le temps off, continue de diminuer de façon significative. Et là, sur l'item 39, qui est un item de durée du temps off, on voit que la diminution du temps off se maintient. Et l'autre point important, c'est que ce temps off diminue, mais il se diminue avec aussi une diminution des dyskinésies. Et vous voyez les dyskinésies gênantes qui sont en rouge, là, diminuent de 21 à 10. Et là, la durée des dyskinésies sur l'étude à 24 mois continue de diminuer, ainsi que la gêne liée aux dyskinésies sur l'item 32. Donc, on obtient bien une diminution du temps off sans aggravation des dyskinésies gênantes, ce qui est vraiment très important. Les effets indésirables, il va y en avoir de 3 types. Tout d'abord, sur ce tableau, les effets indésirables liés à la maladie, ça c'est normal. La maladie continue d'évoluer, ces traitements ne permettent pas de la ralentir, donc il y a des signes moteurs, des signes non moteurs, l'insomnie, des chutes. Il y a des signes liés au traitement, mais c'est les mêmes que ceux qu'on a per os, de la constipation, des nausées. Il y a peut-être un point
deux points un peu particuliers à l'administration intra-duodénale de lévodopa, une perte de poids et l'apparition d'une polyneuropathie à laquelle nous sommes particulièrement vigilants, qui est peut-être probablement pas liée à l'administration continue, mais au fait qu'on augmente de façon considérable les doses. Bien entendu, il y a des effets indésirables liés au matériel et ça ne vous surprendra pas, il y en a aussi beaucoup. Ces effets indésirables, ils sont quasi obligatoires. On prévient systématiquement le patient que cela surviendra et il n'augmente pas en fréquence, mais il va y avoir en vert des complications chez en moyenne 5-10% des patients par an qui vont devoir avoir une repose de procédure parce que le tube externe, le tube intraduodénal s'est retiré, il y a des fuites, la sonde s'est bouchée, il peut y avoir des bourgeons, des granulations. Et de façon très rare, un enfouissement de la collerette. On a l'habitude de dire que ces complications sont obligatoires, on prévient les patients, on est formé et on essaye de les gérer en les évitant et en donnant aux patients, si elles surviennent, de toute façon, la possibilité d'avoir un traitement de secours per-os pour pouvoir attendre de reposer le système. Deux exemples de patients. Le premier, c'est un patient qui a 50 ans, qui a déjà été opéré 5 ans plus tôt d'une stimulation cérébrale profonde, mais qui redevient fluctuant. Et donc, vous voyez que son off n'est pas sévère, hein, mais il est très ralenti pour un homme jeune. Il peine à se déplacer plusieurs fois par jour. Il a des périodes d'une demi-heure, d'une heure où il est comme ça. Les nuits sont difficiles. Donc on lui a proposé, comme il avait une contre-indication à la perfusion sous-cutanée d'apomorphine, un traitement par perfusion intraduodénale de lévodopa. Et voici le résultat, juste 2 jours après. Il y a des petites dyskinésies mais minimes. Faites demi-tour. Il va plutôt bien. Cet effet est durable dans le temps car je vous le montre 2 ans plus tard en haut et à droite et 3 ans plus tard en bas et à droite. Et je pourrais faire une vidéo à 5 ans et des stades. En fait, la perfusion intraduodénale de lévodopa va reproduire l'effet de la dopa. Et donc, sur son effet, va avoir la même action, mais elle va l'avoir de façon plus régulière et prévisible. En revanche, dès lors qu'apparaissent des signes non dopa-sensibles, qu'on les traite, les patients per-os ou par voie intraduodénale, on ne sera pas plus efficace sur les chutes, la posture, les troubles cognitifs, les troubles de l'élocution. Notre patient, notre exemple, c'est un patient qui a 68 ans, qui là est déjà appareillé, mais on l'a filmé en off, c'est-à-dire avant de le mettre en place, pas pour montrer comment il est. Il est excessivement trémulant. Vous voyez que le off ne correspond pas. Vous allez voir que le off ne correspond pas à un moment où il ne peut pas du tout faire quelque chose. Il est capable de marcher, mais c'est particulièrement inconfortable. C'est particulièrement désagréable. Vous arrivez à marcher là? Vous allez voir qu'il peut marcher. Hein, mais il est ralenti, il est inconfortable, son autonomie est altérée. Et voici le même patient 2 jours après la pause. Il n'est pas guéri, hein, mais il a une autonomie, une qualité de vie qui s'est considérablement améliorée grâce à la prévisibilité et l'augmentation de son temps. Je vous l'ai dit, il y a des effets indésirables liés à la dopa, ça nous on connaît bien, liés au matériel on connaissait moins bien, et donc du coup on a vraiment insisté, on a la chance d'avoir des infirmières super et un partenariat avec les gastro et les infirmières de l'endoscopie également de très bonne qualité, et ça nous permet à nous d'avoir une petite compétence pour permettre aux patients de bien vivre avec son matériel. Donc on leur apprend à porter leur matériel pour éviter les arrachages, éviter l'enlèvement des tubes internes gastro-intestinaux. On leur apprend à se brancher, débrancher justement pour aussi éviter ce problème, à voyager, à gérer leur traitement et à gérer les problèmes en cas d'urgence. Et en particulier, ils ne peuvent pas, parce qu'il y a un dysfonctionnement de matériel, ils se sont arrachés, la sonde s'est retirée, ils ne peuvent pas administrer leur traitement par voie continue. On leur donne la possibilité soit de le faire de façon gastrique, soit s'ils ne peuvent pas l'administrer de façon gastrique, de prendre un traitement per-os de secours qu'on prescrit toujours. On prescrit également une sonde de secours.
En synthèse, c'est un traitement validé. La lévodopa reste de la lévodopa, mais le fait de l'administrer de façon continue apporte un confort de vie car cela diminue le temps off et ça va diminuer de façon un peu plus retardée les dyskinésies. Dans tous les cas, ça ne les augmente pas. Il faut faire attention car il y a des effets indésirables liés à la procédure, liés au matériel. On en a l'habitude, ils sont fréquents et il faut pour cela vraiment former les patients. L'effet obtenu grâce à la perfusion intra-duodénale est assez rapide, on a peu d'arrêts. Et s'il y a des arrêts, en général, les patients nous demandent de le reposer. Et c'est surtout intéressant aussi pour les indécis, mais en général, on en a peu, car c'est un traitement réversible. Je vous remercie. On va demander à Isaac de nous rejoindre pour quelques commentaires et éventuellement passer sur la communication qui suit, parce que ça correspond à la mise en place de ces sondes. Isaac, un commentaire ? On a été approché tout simplement par le laboratoire AbbVie pour se renseigner quant à la mise en place de types de sondes de gastrostomie. A priori, le problème fondamental chez eux, c'est que ils n'ont pas assez de gastroentérologues hospitaliers pour poser les sondes. Et donc, ils nous ont contactés au sein du CREG pour voir si, pour nous, c'était faisable de prendre en charge leurs patients hospitaliers en CHU, qui souffrent de Parkinson. A priori, la pose de la sonde, ça ne pose aucune complication. C'est une sonde de gastrostomie typique, avec les complications typiques de la sonde de gastrostomie. Et la seule différence, c'est que c'est une sonde qui est duodénale. Donc, la collerette, elle est placée au niveau de l'estomac et de la paroi, mais la sonde, elle descend dans le duodénum. C'est qui confère à la DOPA cet effet durable dans le temps afin que les patients soient soulagés. Merci. Tu avais une présentation ou pas ? Non, il n'y avait pas de présentation, c'était un commentaire concernant d'accord. ça. Donc, bon, en ce qui nous concerne, c'est la mise en place d'une GPE et c'est la sonde avec lesté, avec la sonde duodénale lestée qu'on connaît déjà. Il n'y a pas de spécificité particulière. Non. D'accord. Et comment tu fais ? Tu pousses la sonde duodénale avec l'endoscope à ce moment-là ou... Oui, tu peux pousser la sonde duodénale avec l'endoscope, mais de toute façon, elle est lestée et avec la donc elle y va toute seule. Elle y va toute seule. Ok. Et tu sais quel est le volume de patients qui sont traités par cette technique dans les gens atteints de maladie de Parkinson ? Aucune idée. Jusqu'à présent, les hospitaliers ne nous ont jamais contactés. Oui, en effet, étonnant, comme tu dis, Pierre. Est-ce que tu as... Bon, c'est bien que la gastroentérologie fasse de la neurologie, hein, ça élargit le champ des activités. Est-ce que tu as la notion de traitement d'autres maladies neurodégénératives comme ça ? Alors, il y a la transplantation fécale, oui, hein, voilà, bon. Il y a la transplantation fécale. Voilà. Il y avait eu des études sur la gastroparésie diabétique où on avait mis des implants. Mais pas d'autres maladies neurodégénératives à ma connaissance. Une autre question, Patrick ? Les questions à la salle. C'est pas juste une question, c'est un complément. J'avais l'honneur d'être invité avec Isaac à cette réunion téléphonique avec le laboratoire pour essayer de voir si vous pouvez y avoir un partenariat. Et comme tu l'as bien dit, donc c'est un partenariat puisque le laboratoire est à la recherche de gastroentérologues voulant bien mettre cette sonde en place. Et en fait, ils ont pas mal de problèmes pour trouver au niveau hospitalier des disponibilités, des créneaux pour mettre ce type. Et donc, ils cherchent des gens au cours du CREG qui ont la spécificité pour faire ça et qui effectivement peuvent, sachant qu'il faut se mettre en contact avec les neurologues, parce que c'est le neurologue qui demande, la demande part du neurologue vers le gastroentérologue, éventuellement gastroentérologue du CREG, qui permettra de mettre ça en place. Donc c'est vraiment. Et est-ce que tu crois que c'est chacun dans sa région qui va avoir le centre de neurologie approprié ? En fait, normalement, on est un peu sur l'attente parce que c'est théoriquement le laboratoire qui vient vers nous, mais par le biais des neurologues. Moi, j'ai pensé être contacté, toi aussi. On n'a pas jusqu'à présent été contacté. Voilà, c'est les neurologues qui effectivement, parce que c'est vrai que dans les services hospitaliers, c'est pas évident. Enfin, je sais pas, ça dépend des régions. Moi, je suis à Strasbourg. Il y a un des deux services qui vient de fermer. On a deux services de CHU. Il y a un service qui a fermé, et c'était le service qui était le plus actif. L'autre n'a pas pour autant récupéré
gérer le nombre de places et je vois pas très bien comment un laboratoire va demander à mettre une GPE dans ce contexte. Et dans les milieux hospitaliers, c'est pas toujours évident de dégager du temps. Voilà. La problématique, c'était que il y avait un délai assez important à l'hôpital et qu'ils avaient l'impression que c'était un frein pour cette nouvelle thérapeutique qui semblait intéressante chez les patients et que ça constituait un frein parce que ils avaient plusieurs mois de délai à l'hôpital. Donc on pensait qu'effectivement ils allaient peut-être nous contacter pour ça, mais bon. Non, pas du tout, non. Toi non plus. Je crois que ça. À voir, à suivre.